Bonjour à tous, bienvenue pour cette série de vidéos. Donc celle-ci est la première d'une série où je vais aborder différents thèmes. Et donc j'avais envie de commencer par les aides qu'on peut trouver en naturopathie pour l'adolescent. J'ai envie de commencer par cette tranche d'âge parce que il me semble que c'est une tranche d'âge où on vit des choses très importantes et que c'est plutôt bien d'être accompagné de manière naturelle, la plus naturelle qui soit, pour vivre ces changements qui se passent donc au niveau du corps et aussi au niveau de l'esprit. Donc cette vidéo, je vais la scinder en deux parties. Donc la première où je vais faire un petit rappel de ce qu'est l'adolescence en fait, pour comprendre un peu mieux, essayer d'un peu mieux comprendre et de connaître ce qui se passe pendant cette période-là. Et dans la deuxième partie, on verra donc les troubles qui sont les plus fréquemment rencontrés et quelles solutions est-ce qu'on peut apporter à travers la naturopathie. Tout ça est bien sûr pour donner une vue d'ensemble, euh, une vue assez large et surtout pour accéder à des pistes de compréhension, à des pistes de réflexion qui peuvent être bien utiles. Et j'ai envie aussi de faire quelque chose qui soit simple. Donc je vais essayer de m'y tenir. Voilà, donc l'adolescence, on peut dire qu'elle coïncide de manière classique avec l'âge de la puberté, c'est-à-dire donc vers 12-13 ans, même s'il y a des variables, et qu'elle est traditionnellement considérée comme finir à l'âge qui est censé être l'âge adulte, c'est-à-dire 18 ans. Donc tout ça est un petit peu aléatoire. Vaut mieux en fait plutôt se fier à tout ce qui se passe au niveau hormonal pour distinguer le temps de l'adolescence, on pourrait dire. Puisque ce qui caractérise donc cette période-là, c'est évidemment l'arrivée en masse de certaines hormones qui vont donc aller stimuler notamment le développement des glandes sexuelles. Alors, juste pour rappel, si on regarde étymologiquement le mot hormone, ça veut dire donc impulser, stimuler, exciter. Donc déjà, rien que ça permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe dans le corps de l'adolescent, à la fois physiquement, mais aussi on pourrait dire mentalement, pendant cette période-là. Donc déjà, ça pose un petit peu les choses. Donc ce qu'on peut voir, c'est que évidemment, du côté des filles, ce qui caractérise la période, c'est l'apparition des règles, avec donc production des oestrogènes et de la progestérone, qui vont bien sûr influer sur le comportement et sur les humeurs. Et côté garçon, donc, c'est la production de testostérone qui va être amplifiée, avec bien évidemment des changements au niveau corporel, on va dire avec le développement de la masse musculaire, développement aussi de la libido, mais aussi ça emmène un développement de l'esprit de compétition. Voilà un petit peu ce qui se passe au niveau garçon et au niveau fille à cette période-là. Donc bien évidemment, c'est quand même des bouleversements assez importants. Pour moi, j'ai la sensation que l'adolescence, c'est un peu comme se mettre au monde une deuxième fois. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'études qui sont faites là-dessus. Ça me paraît, moi, tout à fait logique. C'est-à-dire qu'il y a une première fois où on se met au monde, évidemment, quand on sort du ventre de la mère, mais tout ça est fait au niveau du fœtus comme une première identité qui se passe, bien sûr, au niveau fille-garçon. Et donc, il y a bien sûr les hormones de la mère qui jouent, mais après, il y a aussi le développement des propres hormones donc, du fœtus qui se passe déjà donc, dans le ventre de la mère pour pouvoir sortir en étant déjà arrivé à maturation, pour que le bébé puisse vivre à l'extérieur. Donc là, moi j'ai l'impression que c'est ce qui se joue à l'adolescence. Il y a tout ce chamboulement, on pourrait dire, des hormones aussi. Et je pense qu'il y a peut-être comme un souvenir, qui est peut-être bien sûr inconscient, mais de comment ça s'est passé à l'intérieur du ventre de la mère
et comme une certaine résurgence à cette période donc de l'âge de l'adolescent, où, à mon avis, inconsciemment, il y a des choses qui se jouent. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui existent là-dessus, je trouve ça dommage, enfin du moins j'en ai pas trouvé beaucoup. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes qui se sont faites, notamment par rapport à la prise de l'alcool, donc de la femme quand elle est enceinte, et des liens qui sont faits avec les comportements donc perturbés de l'adolescent plus tard. Et il y a une espèce de cohérence finalement, qui est retrouvée parce que ils ont donc fait des études pour voir que toutes les femmes qui ont consommé donc de l'alcool pendant qu'elles étaient enceintes, et bien quand on retrouve les adolescents, ils ont des problèmes assez sérieux de comportement, de délinquance, etc. Donc pour moi, je pense que j'irai approfondir ce sujet parce que ça me semble vraiment intéressant de voir les liens de la vie du fœtus et puis après la répercussion à un moment donné avec la création et l'émergence de cette nouvelle identité que vit l'adolescent. Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui est en lien, qui se joue en tout cas. Donc, il y a l'adolescent, on peut voir aussi, alors bien sûr c'est un lien avec l'exacerbation de la production des hormones, il y a cette recherche on pourrait dire de sensations fortes, hein, voilà. Il y a aussi cette recherche, bien sûr, ce début, ce sentiment d'une recherche d'une certaine fusion. Une certaine fusion avec l'autre, donc ça bien évidemment lié avec la sexualité, mais aussi une fusion avec cette notion d'appartenance à un clan. Et pour moi, cette notion de fusion, elle est un souvenir, encore une fois, de quelque chose qui s'est passé dans le ventre de la mère. Donc bien évidemment, quand le bébé est en fusion avec sa mère, il se passe plein de choses. Pendant 9 mois, il a le temps de s'en passer, suivant ce que vit la mère de manière émotionnelle, de comment est-ce qu'elle vit sa grossesse, si elle est privée de nourriture, si elle se nourrit correctement. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et je pense que tout ça fait créer une espèce de mémoire dans le corps et à l'adolescence, eh bien ça comme si ça ressurgissait de cette mémoire en fait fusionnelle. Donc il y a ce besoin de retrouver quelque chose de fusionnel qui a été vécu plus ou moins bien justement dans le ventre de la mère, et donc ça peut peut-être expliquer certains comportements aussi à l'adolescence. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à voir et à faire des liens pour aller vers peut-être justement plus d'éclaircissement et de compréhension. Voilà, en gros. Alors, ce qu'on va voir, c'est que le temps que tout ça se rentre dans l'ordre, s'harmonise, s'équilibre, et l'adolescent donc peut passer par des stades, différents stades, qui peuvent être des stades un petit peu considérés comme extrêmes, c'est-à-dire soit une espèce de lassitude avec une envie de rien faire, ou alors une autre extrême, c'est comme une espèce de surstimulation, d'hyperactivité. Encore une fois, j'aurais envie de dire c'est normal, j'aurais même envie de dire c'est la vie qui s'exprime. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui existent, des solutions naturelles qui existent pour passer ces périodes-là de la manière la plus tranquille quand même qui soit, des solutions donc en naturopathie. Juste avant de passer aux troubles les plus fréquents, je voudrais faire un point aussi sur le rôle que joue le parent pendant cette période. Il est intéressant de voir que le parent, quand il voit son adolescent avec ses comportements et tout, peut être très vite ramené à lui-même et à comment est-ce que c'est vécu son adolescence. Alors avec tout, bien sûr, le passé, qui n'est pas toujours très sympa, hein, tout ce qui se passe à l'adolescence, que le parent a pu vivre en fait, va avoir comme une espèce de résurgence face à son enfant qui vit la même chose. Et donc, ça va ramener le parent à son propre vécu, à ses croyances sur l'éducation également, et à toutes ses projections.
Donc ça va vraiment le ramener à des parts très profondes en lui. Donc ce qui est intéressant, alors ce qui est encore mieux, c'est que le ou les parents aient pu faire auparavant un travail sur eux, justement pour aller voir des choses de leur passé, pour éviter de faire porter à l'adolescent tout ce qui n'a pas été résolu en eux. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident non plus de faire ça. Donc bien souvent, eh bien, l'adolescent se retrouve avec un ou des parents qui projettent sur lui leur propre passé. Donc c'est pas l'idéal parce que déjà l'adolescent vit quelque chose de compliqué avec lui-même, il a déjà sa propre histoire aussi, et en plus de ça, il est en train de se récupérer l'histoire de ses parents, le fardeau de l'adolescence, etc. Donc ça part, euh, les parents peuvent avoir, et ça je n'ai pas du tout en cause, tout à fait un désir de bien faire en éduquant d'une certaine façon, etc. Un désir de bien faire. Seulement, ce désir de bien faire, il peut être très souvent maladroit. Pourquoi il est maladroit? Parce qu'il répond en fait plus aux besoins des parents que aux besoins de l'adolescent. Parce que le parent, en fait, est en réaction par rapport à lui-même, par rapport à son passé, il est en réaction. Et donc, il va être en réaction par rapport à lui, il va être en réaction par rapport à l'adolescent, et ça va rien résoudre. Et ça va surtout pas résoudre les besoins de l'adolescent. Donc, pourquoi il y a conflit? Eh bien, c'est simple à comprendre. Évidemment, il y a tension, il y a conflit à ce moment-là, parce que il y a des choses, souvent beaucoup de choses même, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été résolues. Et donc, bien évidemment, c'est insupportable pour un être humain de porter le fardeau de ses parents qui plus est. Donc, ça peut être tendu de temps en temps et c'est tout à fait explicable par rapport à ça. Donc, ce qui est important, c'est que peut-être ça peut être l'occasion aussi pour le ou les parents d'entamer un travail sur eux pour à la fois s'aider eux-mêmes, mais aussi pour aider leur enfant. Et à ce moment-là, il peut y avoir donc une prise de conscience, plusieurs prises de conscience, et surtout une distanciation par rapport à soi-même qui va permettre de prendre de la distance aussi par rapport à son enfant et surtout de réagir de manière beaucoup moins émotionnelle et de manière beaucoup plus juste. Et donc, bien sûr, de pouvoir répondre aux besoins réels que l'adolescent exprime à ce moment-là. Ça ne sera donc plus des projections des propres désirs ou des propres besoins du parent, mais ça sera une réponse beaucoup plus adaptée donc aux besoins de l'adolescent. Et Dieu sait qu'il en a à cette période. Donc ça peut être aussi l'occasion d'ouvrir un dialogue avec son enfant et ça peut aussi être des fois un petit peu peut-être compliqué, donc c'est bien aussi à la fois pour le parent et l'adolescent d'avoir une aide extérieure ou quelqu'un qui soit neutre pour pouvoir aider de manière plus juste. Tout ça m'amène aussi à dire une chose, c'est que le parent, il faut bien se rappeler, à l'adolescent, il peut être tenté de devenir le meilleur ami de son ado. Et ça, c'est pas judicieux parce que le parent est un parent et donc il doit jouer le rôle du parent, c'est-à-dire aussi mettre des limites, être quelqu'un, on pourrait dire, de référent. Et donc, c'est pas un copain. Voilà, donc ça c'est vraiment important de pouvoir se positionner. Et une fois que le ou les parents, je dis parce que ouais, se positionnent par rapport à lui-même en tant qu'adulte responsable et aussi donneur de limites quelque part avec les enfants, eh bien l'adolescent va lui aussi pouvoir beaucoup plus facilement se positionner dans la vie. Et ça c'est très important justement. Il va pouvoir trouver sa place. Surtout qu'à l'adolescence, et voilà, c'est une des choses, c'est que l'adolescent cherche sa place au sein de la famille, au sein de la société, au sein du monde et tout. Donc s'il a quelqu'un avec lui qui est comme une référence et qui sait se positionner, eh bien évidemment ça va être beaucoup plus simple pour lui de se positionner de manière très juste. Faut savoir que
malgré les apparences, l'adolescent, la période de l'adolescence est une période de vulnérabilité et de fragilité. Donc malgré les apparences, l'adolescent a besoin de sentir un environnement sécuritaire, on pourrait dire. Elle a besoin de sentir de la confiance. Et donc, il faut bien que les parents se disent que, il y a encore pendant quelques années, l'adolescent va quand même avoir besoin de personnes de référence et va avoir vraiment besoin de sentir cette sécurité, cette protection de la part des parents ou du moins des personnes référents. Bien sûr, c'est évident aussi pour pouvoir se positionner à la fois pour la jeune fille mais aussi pour le jeune garçon par rapport au sexe, on va dire opposé, même si sexe opposé ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, que les jeunes filles aient une personne aussi de référence en tant que masculin, ça peut être le père ou quelqu'un d'autre, qui lui montre finalement les limites et comment se positionner par rapport au masculin notamment pour éviter de sombrer dans une espèce de naïveté un petit peu, on pourrait dire, simpliste de la vision de l'homme, et d'éviter donc de tomber dans certains pièges ou dans certains abus. Et pareil pour le jeune garçon, c'est important qu'il comprenne, c'est important pour les deux d'ailleurs, hein, cette notion de respect, mais c'est important qu'il voie aussi que la jeune fille doit être respectée, et pour ça, bien évidemment, il lui faut quelqu'un qui lui, entre guillemets, apprenne, ou du moins qui parle avec lui de ça. En gros, voilà ce qui se joue à l'adolescence. Alors maintenant, on va voir les troubles qu'on rencontre de manière plus fréquente et puis ce qu'on peut apporter comme solution. Alors il faut savoir, une chose, c'est que bon, on fait des catégories, mais tous se sont liés. C'est-à-dire que ce soit les problèmes alimentaires, les problèmes de peau, les problèmes de stress, etc., en fait, ils sont tous liés. C'est comme si c'était un espèce de cycle, et l'un enclenche l'autre, mais l'un résout l'autre aussi. Donc voilà, en fait, on ne peut pas les séparer. Tout va ensemble. Ce qu'on fait en naturopathie, c'est qu'on va travailler, donc, bien sûr, on peut soulager les manifestations, hein, les troubles, évidemment, mais on va surtout aller voir les causes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va aller déraciner les problèmes pour éviter qu'ils réapparaissent. C'est agir, en fait, c'est une action, ce qu'on appelle une action sur le terrain. Le terrain, donc, de chacun, de chaque individu. Et donc, on va pouvoir vraiment aider de manière globale. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'amener cette globalité et cette prise en compte globale de l'individu. Donc, c'est-à-dire à la fois dans son passé, dans ce qu'il est là maintenant, dans son émotionnel, dans ce qui se passe au niveau du corps, etc. Donc, c'est vraiment une prise en charge, une prise en compte plutôt globale de la personne. Donc, à l'adolescence, on trouve souvent des troubles alimentaires. Alors, il y en a qui sont plus importants que d'autres, notamment, je pense à des extrêmes comme l'anorexie, la boulimie, qui souvent vont nécessiter une prise en charge médicale. Mais cette prise en charge médicale peut très bien être complétée avec l'approche naturopathique, et j'aurais envie de dire même c'est fortement recommandé, puisqu'on va agir main dans la main, et en naturopathie, nous, on va aller comme débusquer les causes de ces problèmes. Aller à la racine, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné, un adolescent a envie de se remplir à l'extrême ou a envie de se vider à l'extrême. Ça, c'est important vraiment d'aller trouver les raisons pour pouvoir, comme on disait tout à l'heure, déraciner ces comportements. Parce que bien souvent, ça exprime évidemment un manque de positionnement par rapport à soi-même, par rapport aux parents, par rapport aux autres, par rapport à la société, etc. Donc c'est un problème de trouver sa place, et aussi des angoisses, des peurs, des non-dits. Tout ça a besoin d'être libéré, a besoin d'être exprimé, a besoin d'être entendu. Et donc c'est voilà, au cas par cas, bien évidemment, que ça se passe. Ça, on ne peut pas faire de généralité là-dessus, c'est vraiment du cas par cas. Après, il va y avoir donc des troubles alimentaires qui sont, on va dire, moindres.
Mais il faut quand même faire attention parce que si ça se répète trop, ces troubles-là peuvent conduire vers des comportements extrêmes comme l'anorexie ou la boulimie. Donc il faut quand même y prêter garde, faire attention à qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ces troubles alimentaires veulent dire. Alors il y a plusieurs choses. Souvent, il y a quelque chose qui est entretenu, on va dire, par une espèce de... aussi, alors il n'y a pas que les choses internes, hein, il y a des choses externes. Et je pense notamment à une espèce de matraquage au niveau du marketing, au niveau des grosses sociétés industrielles là, et de publicité, etc., qui ont exactement trouvé la cible pour se faire beaucoup d'argent, c'est-à-dire l'adolescent. Puisque l'adolescent a ce besoin-là d'appartenance à un clan ou autre, eh bien, ils ont trouvé cette faille-là pour, on va dire, vendre tous leurs produits qui vont entraîner petit à petit, très sournoisement, une addiction. Que ce soit pour le sucré, que ce soit pour le salé, le gras, le mauvais gras, bien sûr, hein, tout ce qui est produit industriel. Tout ça à grand renfort de marketing et tout. Et s'il y a un moment, l'adolescent, il a plus, peut-être plus très envie de manger ça ou quoi, eh bien, il risque de se faire exclure des autres. Et ça, donc, tous ces gros industriels, ils ont bien compris et ils jouent là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important de voir, c'est-à-dire une espèce de manipulation sournoise qui est faite par les réseaux sociaux, par la télévision, par que sais-je, par tous les médias, et qui joue de manière assez subtile sur tous ces phénomènes d'addiction. L'important, c'est de pouvoir en prendre conscience. Alors, ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des parents qui ont pris conscience de ça et qui peuvent le transmettre aux adolescents. Ça, c'est encore mieux. Ce qui est super, c'est d'avoir le courage et la force de dire non. Et là, c'est comme aussi un espèce de positionnement. Mais en fait, moi, je pense que... Enfin, je crois vraiment à cette force, cette force qu'on peut avoir à l'adolescent, justement, mettre un peu cet esprit de rébellion au profit de soi-même et au profit des autres. C'est-à-dire de pouvoir dire, ben non, ça, j'en veux pas. Vraiment. Et de se positionner, de se dire, mais qu'est-ce que je veux alimenter dans ma vie? De quoi est-ce que je veux me nourrir? Qu'est-ce que je veux entretenir aussi à l'extérieur? Est-ce que j'ai envie de continuer à entretenir des gens qui n'ont aucun respect ni pour les humains, ni pour l'environnement? Est-ce que j'ai envie de continuer à les enrichir en allant manger tous les jours au fast-food? Ou bien est-ce que peut-être je préfère privilégier le monsieur d'à côté qui cultive ses légumes, etc. C'est juste une question de cohérence et je crois vraiment, moi je suis profondément convaincue de la sensibilité de la jeunesse par rapport à tous ces thèmes pour pouvoir changer un petit peu tous ces systèmes complètement aberrants qui nous conduisent là où on en est aujourd'hui. Donc vraiment mettre cette force quelque part un peu de rébellion et cette sensibilité assez extrême à cet âge-là au profit de quelque chose de sain me paraît totalement génial. Et après, c'est intéressant de voir aussi qu'est-ce qui se cache derrière les comportements addictifs. Donc là, on va voir aussi, c'est comme un cercle vicieux, ce que je disais tout à l'heure, on peut pas séparer les choses les unes des autres. C'est très simple en fait. Quand on va manger tous les jours au fast-food, qu'on boit des sodas assez souvent, etc. Je dis pas après qu'il faut tout interdire, hein. Je dis pas de tomber dans les trucs sectaires, tout cru, machin, surtout pas, non, non. Mais il faut juste voir et se poser les bonnes questions. Juste se remettre aussi un petit peu en question dans ses façons de consommer, dans ses façons de faire. Et ça, je pense vraiment que les adolescents sont à la bonne période pour le faire. Parce que quand on va donc tous les jours au fast-food ou quoi, qu'on en mange très très souvent, qu'on boit des trucs plein de sucre, d'édulcorants, etc., il se passe que le corps va devenir addict. Voilà. Il va se passer ce phénomène-là, c'est-à-dire que le sucre notamment, c'est très très fort, l'addiction au sucre est même plus forte que la drogue, on pourrait dire, donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a cette alimentation comme ça qui est délétère,
ça va entraîner des déficits nutritionnels, donc des déficits en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux, ça va entraîner tout plein de déficits, et ces déficits-là vont entraîner du stress, ce qu'on appelle le stress oxydatif et de l'inflammation au niveau du corps. Donc ça va entraîner du stress, ce stress lui-même fait perdre au corps encore plus de vitamines, de minéraux. Et donc, comme le corps il en arrive à un stade comme ça, il va y avoir encore plus de pulsions. Mais c'est des pulsions du coup qui vont être mal placées, on pourrait dire. Mais il y a un besoin de se nourrir, mais de quoi? Donc on voit bien le cercle vicieux qui se crée là-dedans. Et aussi, tout ce qui est produits sucrés, tout ça, industriel et tout, entraîne à la longue ce qu'on appelle, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la perméabilité intestinale. C'est-à-dire que l'intestin, en fait, est une barrière. Et à un moment, si on mange trop de choses comme ça, industrielles et tout, eh bien, il y a une porosité intestinale qui se met en place. Et donc, certaines choses qui vont devenir comme des allergènes vont passer la paroi des intestins. Et donc, ça va faire de l'inflammation. Et le corps va se trouver bien embêté puisqu'il va plus savoir distinguer le bon du mauvais. Et donc ça va créer de l'inflammation. Donc, encore une fois, c'est un cercle vicieux. À l'intérieur de nos intestins, on a ce qu'on appelle donc plein de bactéries, hein, des champignons, etc. Notamment ce qu'on appelle les candidats, et qui sont à l'état naturel, hein, à l'état naturel dans l'intestin. Et il y en a un notamment, donc c'est celui qui est quand même assez connu maintenant, le candida albicans, qui lui se trouve ravi de tout ce sucre, parce qu'il se nourrit de ça, il s'entretient de ça. Donc plus on va manger du sucre, plus le candidat il va être content et plus il va en demander. Et donc on voit bien, quelque part on perd même le contrôle de soi. C'est ça qui est juste incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de manipulation à l'extérieur par des grands groupes, par des industriels, qui vous font perdre le contrôle de vous-même par le marketing et la pub, etc. Et à l'intérieur de soi, eh bien, il y a également comme si la personne était dominée par quelque chose de plus fort qu'elle, qui va la rendre addicte et qui va l'amener à se nourrir de trucs comme ça. Donc là, c'est pareil, on voit bien un cercle vicieux qui se joue. Et quand on prend conscience de tout ça, on n'a plus vraiment envie d'entretenir ce cercle vicieux, hein, parce que c'est vraiment pas intéressant, parce qu'après, il y a tous les effets secondaires de la prolifération bactérienne. La prolifération des candidats va entraîner de l'inflammation, va entraîner des phénomènes d'allergie, va entraîner bien sûr une baisse du système immunitaire. Donc évidemment les maladies qui peuvent s'attraper beaucoup plus facilement. Bref, tout ça est une espèce de destruction et d'autodestruction du terrain. Donc c'est vraiment intéressant de le savoir. Il n'y a pas de panique à avoir ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste de le savoir, d'en prendre conscience et en sachant ça, eh bien, d'agir en conséquence, tout simplement. Donc, il y a des choses très simples, mais vraiment à mettre en place. Et on va voir, donc, pour moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est la gémothérapie. Donc, ce qu'on appelle la gémothérapie, donc, c'est les bourgeons des plantes. Utiliser les bourgeons des plantes, c'est absolument génial parce qu'il y a vraiment tout dans le bourgeon de la plante. Et c'est un sacré cadeau que la nature nous offre. Donc il me semble quand même qu'on peut avoir un minimum de retour envers cette belle nature qui nous offre tout ça et qui nous offre tous les moyens de guérison. Finalement, si on regarde bien, il y a tout. Et donc pour moi, il y a vraiment 4 bourgeons qui sont essentiels à la période de l'adolescence, dont un en particulier qu'on va voir. Donc il y a le bourgeon de cassis, le bourgeon de figuier, le bourgeon de noyer et pour les jeunes filles, le bourgeon de framboisier. Donc avant d'en venir au bourgeon, juste la première chose à faire, vraiment, qui est super importante, c'est de complémenter en magnésium. En adolescent, il y a déjà, de manière générale, les personnes manquent de magnésium parce que c'est le stress et parce que tout ça, c'est encore un cercle vicieux comme on l'a vu tout à l'heure. Donc plus on est stressé, plus on manque de magnésium, et voilà, plus on manque de magnésium, plus on est stressé. Donc première chose à faire, c'est vraiment réguler l'apport de magnésium, et puis aussi de vitamine B, bien sûr, avec tout ce qui est oligo-éléments, minéraux, etc. Mais vraiment, la première chose, c'est le magnésium qui est juste indispensable, et du magnésium de bonne qualité.
Autre chose aussi qui est vraiment importante, c'est, comme on l'a vu, tout ce qui est alimentation industrielle, tout ce qui est pain blanc, raffiné, etc. C'est ce qu'on appelle en naturopathie, ça crée des charges, de la toxémie, qu'on appelle colloïdale. C'est-à-dire que ce sont des cols, en fait, qui, euh, qui ça va se coller au niveau des intestins, au niveau des poumons également. Et donc, ça va créer des problèmes d'inflammation, des problèmes de constipation, de diarrhée. Après, au niveau des poumons, ça peut créer des problèmes de bronchite, etc. Parce que, à un moment, ces émonctoires, ils ne peuvent plus éliminer naturellement. Parce que tout ce qu'on met dans le corps qui n'est pas naturel, qui est de mauvaise qualité, eh bien, le corps, il va avoir du mal à l'éliminer. Donc, ça va, au bout d'un moment, se finir par se stocker et donc créer des maladies. Donc vraiment, ça c'est important aussi de se rendre compte qu'il faudrait éviter, ça serait vraiment bien d'éviter tout ce qui est... il y a aussi ce fameux truc avec le gluten. Après, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, hein, parce que il y a des farines de blé qui sont très bonnes, et voilà, sauf dans les intolérances vraiment graves au gluten, mais c'est pas nécessaire de supprimer totalement le gluten dans son alimentation. Après, il faut faire attention. Mais en tout cas, éviter toutes ces surcharges de ce qu'on appelle des cols, quoi. Parce qu'après, voilà, ça crée de la toxémie. Et il va falloir employer des moyens un petit peu plus sérieux pour détoxifier. Voilà, donc ça c'était une aparté aussi par rapport à toute cette alimentation. Il y a donc, pour remédier un peu à tout ce qui est pulsion, etc. Donc il y a des plantes qui sont intéressantes aussi pour réguler l'appétit, comme par exemple le griffonia, la rhodiole, mais euh, dans ma cohérence à moi-même, hein, en tant que thérapeute, voilà, je préfère, même si ce sont des plantes qui ont des effets prouvés, indéniables, études scientifiques, etc., je me dis que plutôt que de faire venir des plantes d'Inde ou de Chine ou quoi t'est-ce qui vont être amenées en laboratoire, transformées en France, etc., pourquoi ne pas faire des choses plus simples et utiliser déjà ce qu'on a, nous, dans chacun nos propres pays? Parce qu'on a toutes les solutions. Alors après, bon, voilà, on peut avoir ce désir d'exotisme, etc., mais est-ce bien utile? Donc, il y a certains cas, bon, voilà, ok, on va utiliser ces plantes, il n'y a pas de problème, mais quand on peut éviter, quand on peut trouver des solutions plus, on pourrait dire même locales, faisons-le. Et par rapport à tout ce qui est régulation aussi de l'appétit, par rapport aux problèmes de dysbiose au niveau du système intestinal, eh bien, il y a le bourgeon de figuier qui est juste super, parce que le bourgeon de figuier, il va agir en plus de ça au niveau du système nerveux et au niveau du système digestif, en régulant. Donc, bien sûr, c'est un bourgeon, on pourrait l'appeler adaptogène. Alors peut-être que dans certains cas, il y a besoin d'autres plantes, mais ce bourgeon-là de figuier, c'est la base. Et on peut bien sûr l'associer avec d'autres bourgeons ou avec d'autres plantes pour compléter certains effets. Ça, c'est au cas par cas, bien évidemment. Ensuite, on a fréquemment à l'adolescence donc les troubles cutanés. Les troubles cutanés sont à mettre en lien aussi avec l'alimentation et avec ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les surcharges en col. Les surcharges en col, donc ce qu'on appelle donc les émonctoires, c'est-à-dire les organes qui nous permettent d'éliminer, hein, comme les reins, comme les intestins. À un moment donné, quand ils sont trop surchargés, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le relais au dernier émonctoire, c'est-à-dire la peau. Et donc, si tout ça est surchargé et que les émonctoires n'arrivent plus à éliminer, c'est la peau qui va trinquer, et donc il va y avoir apparition de boutons, apparition d'acné, plus ou moins inflammatoire, etc. Donc, l'important là, au niveau des troubles cutanés, c'est bien sûr de surveiller l'alimentation, évidemment, et de faire aussi un apport en gras, mais ce qu'on appelle en bon gras, c'est-à-dire tout ce qui est oméga 3, oméga 6, oméga 9, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve dans les bonnes huiles, hein, notamment l'huile d'olive, l'huile de noix, qui sont vraiment à privilégier par rapport à toutes les autres huiles qu'on peut trouver qui sont qui amènent rien du tout, en fait, et qui font plus de mal au corps que de bien. Donc ça, c'est important. J'ai vraiment envie de souligner une chose
qui me paraît primordial. C'est-à-dire que pour l'acné, si on peut éviter tout ce qui est prise de pilule, parce que alors pour la jeune fille qui a de l'acné, on va lui donner la pilule par facilité, allez hop, pour limiter les boutons, mais ça ne résout absolument rien. Si on peut éviter tout ce qui est antibiotiques et cortisone, il faut le faire. Bon, bien sûr, il y a des cas où voilà, c'est pas possible, mais vraiment, il y a des choses à faire avant d'en arriver aux antibiotiques ou à la cortisone et tout ça. Parce que ça, c'est une catastrophe, parce que ça acidifie totalement l'organisme. Alors certes, ça va calmer sur des sur des laps de temps courts. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être utile et voilà pour soulager, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'on aille réguler le terrain pour éviter tout ça. Donc si on peut éviter la prise de tous ces médicaments, même des fois qui sont donnés beaucoup trop longtemps, faisons-le, quoi, parce que ça a rien de bon et ça a rien de sain. Et bien sûr que sur des, comme je disais, voilà, sur des courts moments, ou quand vraiment c'est des cas extrêmes, on a recours à ça. Mais avant, il y a vraiment de la, comment on pourrait dire, de la prévention, des choses à mettre en place pour réguler et pour éviter d'en arriver là. Et le truc aussi, c'est que, voilà, très souvent, c'est la solution de facilité, mais ça ne résout pas. Alors que, donc, pour l'acné, il y a plusieurs choses possibles. Donc, bien évidemment, comme je disais, l'alimentation. Après, au niveau local, pour les boutons, il y a l'utilisation des huiles essentielles qui peut être vraiment intéressante. Alors, les huiles essentielles, toujours bien sûr respecter les conditions d'utilisation. Quand c'est en externe, toujours diluer et faire des petits tests avant, toujours diluer avec une huile végétale. Mais il y a des huiles essentielles qui marchent très très bien pour l'acné. Je pense notamment au tea tree, au palmarosa également. Et il y a l'hélicryse qui est juste, ça c'est une huile, pour moi c'est miraculeux l'hélicryse, parce qu'en plus de ça, elle va agir au niveau des cicatrices. Donc quand on a des boutons et tout, l'hélicryse c'est super, vraiment. Et en plus elle est quand même très très bien tolérée. Voilà. Après, suivant les types d'acné, plus ou moins inflammatoires, on va utiliser différentes plantes. Ça c'est à voir au cas par cas. Pour moi, il y a un bourgeon qui est le number one. C'est le grand bourgeon de ce que j'appelle le grand bourgeon de l'adolescence, c'est le bourgeon de noyer. Parce que le bourgeon de noyer, il a un tropisme très large. Il va agir à la fois au niveau cutané, donc ce qui est génial avec les bourgeons, c'est que ça agit à la fois au niveau des troubles, mais aussi dans la régulation du terrain. C'est pour ça que j'aime beaucoup les employer, parce que ça a vraiment un effet total. Donc, le bourgeon de noyer est utilisé donc, pour tout ce qui est problème d'acné, mais aussi il va avoir une action plus large, et notamment au niveau de tout ce qui est émotionnel. Le bourgeon de noyer va permettre de réguler tout ce qui est comportement d'agression, par exemple, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est difficulté à mettre des limites, difficulté à gérer les transitions. Donc le noyer, il va aider à tout ça. Il va aider lors des transitions d'école ou de familiales, enfin de choses comme ça. Et donc voilà, et donc il a vraiment une action très large et je trouve qu'il est vraiment adapté pour l'adolescent. Si on fait le rapport avec l'arbre, tout simplement quand on observe le noyer à l'état naturel, c'est un arbre qui est très souvent seul et il n'aime pas avoir beaucoup d'autres arbres très proches de lui. Donc il va une espèce de déployer comme ça une espèce d'aura ou de limite et qui me semble vraiment importante pour l'adolescent justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire auparavant, ce besoin finalement aussi d'avoir son espace, d'avoir ses limites et le noyer il va aider à ça. Donc il est vraiment, c'est un bourgeon très précieux. Donc bien sûr le noyer, on va aussi pouvoir l'associer avec d'autres bourgeons. Si on l'associe avec d'autres bourgeons, il faut toujours le prendre espacé des autres. On va pouvoir l'associer à un autre bourgeon que j'aime beaucoup, qui est très efficace pour tout ce qui est inflammatoire et qui a un tropisme aussi très large, c'est le cassis. Donc le cassis c'est vraiment super pour réguler. Le cassis a ça de génial, c'est-à-dire qu'il agit aussi au niveau des surrénales pour booster, mais en fait ce n'est pas du tout comme les médicaments chimiques.
Bien sûr, il y a très peu, voire pas d'effets secondaires, mais euh, il va en fait moduler ce qui a besoin d'être modulé et il va stimuler ce qui a besoin d'être stimulé. Donc le cassis, en association par exemple avec le noyer, on peut faire des associations vraiment très intéressantes. Pour l'acné, on peut l'associer aussi par exemple avec de la bardane. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire avant d'en arriver à une surmédication sur du long terme. Parce que ça n'a d'intérêt pour personne. Et surtout pas pour l'adolescent en tout cas. Donc ensuite, tout ce qui est... bon, bien sûr, il y a tout ce qui est problème de stress, il peut y avoir problème de sommeil aussi, de troubles du sommeil, d'anxiété, de nervosité. Donc là, bien sûr, toujours, c'est le figuier qui est number one. On va pouvoir l'associer aussi avec d'autres plantes. Notamment, je pense pour le sommeil à la passiflore, qui a vraiment une action très large et vraiment intéressante sur l'anxiété. Aussi pour le figuier, aussi pour la confiance en soi, pour tout ce qui est problème de timidité, il va être vraiment très adapté. Et puis, si besoin, on associe, donc s'il y a de la fatigue, on associe avec le cassis, par exemple, qui est très très bien. Une dernière chose, oui, alors là, je vais parler plus pour les filles, hein. C'est donc, comme on l'a vu, l'apparition donc des règles et bien souvent, il y a au début, ou ça peut même se prolonger, mais les cycles ne sont pas réguliers. Donc, là, c'est pareil. Il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte au niveau de la jeune fille. C'est comment est-ce qu'elle vit déjà ce passage-là? Est-ce qu'elle a l'occasion d'en parler, peut-être avec sa mère ou avec d'autres personnes, hein, références, on va dire. Déjà, ça c'est important d'avoir quelqu'un à qui en parler. Et donc pour cette régulation, hélas, souvent, ce qui est conseillé, et je trouve que c'est vraiment une solution de facilité comme pour l'acné, c'est-à-dire qu'on va conseiller la pilule à une jeune fille qui va avoir 14-15 ans pour lui réguler son cycle. Donc, sachant que ça va être une solution de facilité, parce qu'on va lui dire tiens, tu prends ça, et puis ça va réguler ton cycle. Sauf que ça n'a rien du tout de régulation normale. Parce que quand on est sous pilule, donc ce ne sont pas des vraies règles, comme quand on n'a pas de pilule, ce sont des fausses règles, et ce sont des règles en fait d'élimination de l'organisme dues à comment on pourrait dire, une espèce de stress de l'organisme. Donc, et sachant que quand on commence à prendre une pilule à cet âge-là, et ben on se dit tiens, c'est chouette, comme ça je vais pouvoir avoir mon premier petit copain, etc. Et le truc, c'est qu'après, eh bien, on se retrouve avec des femmes qui sont parties pour 10, 15, 20 ans de pilules. C'est-à-dire qu'ils vont faire fonctionner leur corps de manière artificielle pendant des années. Donc la pilule entraînant de l'inflammation à long terme, de l'acidification, si en plus de ça il y a de la cigarette, euh, le corps à un moment donné il va plus pouvoir supporter, et donc évidemment il va y avoir des pathologies qui vont se déclarer. Donc c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et que la jeune fille puisse se poser les bonnes questions, notamment par rapport à la notion de la sexualité, comment est-ce qu'elle aborde ça, est-ce qu'elle a quelqu'un avec qui en parler, et comment est-ce qu'elle voit et comment est-ce qu'elle aborde la notion de la contraception. Est-ce que c'est tout de suite vraiment nécessaire de prendre la pilule ou pas? Donc ça c'est pareil, c'est au cas par cas, suivant l'histoire, suivant ce qui se passe. Si vraiment la pilule est la seule solution envisagée, c'est bien de pouvoir envisager après des détox assez régulières, notamment au niveau du foie, avec pourquoi pas de l'artichaut, radis noir. Mais vraiment, si on peut éviter de commencer à prendre la pilule très tôt, c'est vraiment très bien. Et pour en revenir donc aux problèmes de cycles qui sont irréguliers, il y a quelque chose, donc un autre bourgeon, c'est le bourgeon donc de framboisier qui est très recommandé. En plus, c'est vraiment un des bourgeons très intéressants pour l'adolescente, puisqu'il va aussi diminuer tout ce qui est douleur prémenstruelle, et qui va donc réguler de manière normale le cycle de l'adolescence. Donc voilà, il y a d'autres choses, bien sûr, donc le framboisier, mais on peut l'associer avec
plein d'autres plantes, suivant toujours au cas par cas. Donc vraiment, c'est pour moi très important, parce qu'à cette période-là, donc à la période de l'adolescence, il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent, et au niveau de la santé, et au niveau de l'émotionnel, à tous les niveaux. Et vraiment, si on peut accompagner cet adolescent qui vit plein de choses de manière la plus saine et naturelle qui soit, peut-être que aussi on fera un monde meilleur quelque part. Je pense, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Il me semble que j'ai fait le tour de l'essentiel. Oui, alors, il y a bien sûr, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a rien qui est séparé. Tout ça, c'est une espèce de cycle, hein, et de boucle. Après, bien sûr, voilà, il peut y avoir des problèmes de comportement, d'agression, d'agressivité, d'harcèlement, des problèmes d'addiction, etc. Donc tout ça, eh bien, ça se voit aussi au cas par cas, mais il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, et on ne peut pas séparer les uns des autres. En tout cas, c'est pas, ça ne serait pas adopter une vision globale de l'adolescence. Et la dernière chose, juste pour conclure, c'est que pour moi, à l'adolescence, et il n'y a pas de, d'ailleurs à tous les âges, hein, mais surtout à l'adolescence, il n'y a pas de petite souffrance. L'adolescent, il a besoin d'être compris dans son intégralité, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être entendu vraiment dans tout ce qu'il exprime. Et donc, voilà, c'est vraiment important de prendre au sérieux ce que manifeste et ce que dit et ce qu'exprime un adolescent. Et donc, ben, bien sûr, il peut avoir besoin d'une aide extérieure, mais vraiment, c'est quelque chose qui me semble très important d'être signalé. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir un peu, d'aller vers plus de compréhension en tout cas, et d'explications un petit peu plus précises sur tout ce qui se joue à l'adolescence. Vous avez le lien vers mon site internet, donc en dessous de la vidéo, si vous souhaitez voir un petit peu plus de choses sur mon approche, et si vous souhaitez bien sûr me contacter. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous remercie de votre écoute.